Bonjour les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée à l'Olympique Lyonnais. Alors aujourd'hui une vidéo un peu particulière qui ne va pas forcément passionner tout le monde, mais bon, je pense quand même que c'est important de comprendre un petit peu dans quel état économique est notre club pour le passé, le présent et le futur. Donc dans un premier temps, je vais parler, mais vous inquiétez pas, je vais pas être hyper technique. Je vais simplement appuyer sur les points importants pour que chacun comprenne un petit peu de quoi on parle. J'expliquerai les différents termes. Donc on va regarder la publication donc, de l'exercice 2022-2023. Ensuite, on essaiera de se projeter sur le 2023-2024 qui, vous verrez, est beaucoup plus emballant, mais avec, je dirais, des revenus qui n'ont pas vocation à être perçus chaque année, et donc 2025 sera également très difficile. On retrouvera, je dirais, un peu plus de cohérence dans notre budget à partir de l'exercice 2025-2026, à considérer, et ce n'est pas une petite considération, que nous continuions à évoluer en Ligue 1, ce qui évidemment n'est pas sûr du tout. Les chiffres que je vais vous donner par rapport à mes prédictions, ce sont mes prédictions pour 2024 et 2025, évidemment, joue si on reste en première division. Comme je l'ai dit, ce n'est pas du tout certain. Donc ce sont des publications qui sont faciles à trouver. Il suffit d'aller sur le site de l'OL Group et de regarder dans les communiqués de presse. Et donc tous les 3 mois sont publiés les résultats provisoires, et évidemment chaque année les résultats définitifs. Donc on va voir que l'année qui vient de s'écouler n'a pas été bonne du tout. Vous le voyez de toute façon ici, il n'y a pas besoin d'aller chercher très très loin. Résultat net, donc moins 99 millions, c'est-à-dire en gros 100 millions de pertes, c'est-à-dire 100 millions de dépenses en plus que de recettes, pour parler très simplement. C'est presque 2 fois plus que l'année précédente, puisque l'année précédente nous étions à 55 millions de pertes. Et vous allez voir que ce qui marque particulièrement des dépenses extrêmes de la part de l'Olympique Lyonnais, ce sont les salaires. Et si on veut chercher un coupable pour cette situation, à l'évidence, Jean-Michel Aulas, qui a fait signer des salaires absolument monstrueux à Alexandre Lacazette, à Corentin Tolisso, à Dejan Lovren, à Ryan Cherki, à Maxence Cacré, à Tagliafico, etc., etc. Et évidemment, ça vous plombe totalement votre masse salariale. C'est pour ça que je dis souvent qu'on reviendra à un équilibre en 2026, parce que tous ces contrats-là que je viens d'énumérer, ils prennent fin en 2025. J'ai oublié Anthony Lopez dans le lot. Le problème de Jean-Michel Aulas, c'est que avec son équipe Ponceau, Chéroux, on est allé à la facilité. Pour attirer des joueurs, on n'a pas cherché forcément une cohérence sportive. On a simplement sorti le chéquier pour donner des salaires de dingue. Alors effectivement, il faut rajouter à ces salaires très importants des primes de signature. Alors, qui malheureusement ne sont pas publics, mais qu'on peut évaluer à un montant très très élevé, 30 à 40 millions. Alors on peut imaginer, mais ça ce ne sont que spéculations de ma part, mais vous allez voir par rapport aux salaires qui ont été versés. Je pense que Lacazette a dû percevoir à peu près 20 à 25 millions de bonus en signant à l'OL, et Tolisso 10 à 15 millions. Donc évidemment, quand vous mettez tout ça dans les charges salariales, ça vous fait des dépenses extrêmement importantes. Mais donc on va regarder ça un petit peu plus avant. Alors ce qui nous intéresse, c'est la première colonne. Donc vous voyez, ce sont les résultats au 30 juin 2023. Donc l'Olympique Lyonnais, comme tous les clubs de foot, ont un exercice qui commence le 1er juillet d'une année et se termine le 30 juin de l'année suivante. Et vous voyez que on est en progrès en termes de recettes, puisque bien que ne faisant pas de Coupe d'Europe, nous arrivons à un bénéfice, nous arrivons à des produits de presque 290 millions, mais ce sont des faux 290 millions,
Parce que dans ces 90 millions, vous avez des recettes qui n'ont pas du tout vocation à se répéter. Ainsi, dans ces 290 millions, vous avez quand même 77 millions de cessions de joueurs. Donc là-dedans, vous avez notamment Paqueta et Malo Gusto. Et dans les 199 millions, vous avez 30 millions qui sont donc de l'argent versé par le groupe CVC, qui est entré dans la société commerciale créée par la Ligue 1 et qui, à vie, va percevoir 13% des droits télé de la Ligue 1 et puis 13% d'autres revenus. Mais bon, essentiellement les droits télé. En contrepartie, ce fonds CVC a donné 1,5 milliard immédiatement à la Ligue 1. Et l'Olympique Lyonnais s'est vu attribuer 100 millions parmi ce milliard. Et ces 100 millions sont versés en 3 fois. Donc on a déjà perçu ces 3 montants. Le dernier montant, et vous allez voir, il fera partie du budget 2024, était de 50 millions. Donc c'est pour ça, ça va nous donner un bilan en 2024 extrêmement positif, parce que notamment il y a ces 50 millions de CVC, mais il n'y a pas que ça. Donc des produits en progression, mais également des charges en progression. Et évidemment, ce qui marque de manière assez impressionnante, ce sont les charges de personnel. Alors, il n'y a pas que les joueurs là-dedans, hein. Il y a l'ensemble des personnels de l'Olympique Lyonnais. Mais évidemment, vu les salaires des joueurs, il y a quand même une grosse partie des salaires de joueurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que les salaires de joueurs vont atteindre à peu près pas loin de 70 à 80 millions. Et donc le reste, ce sont les personnels. Et donc vous voyez, quand je dis que dans ces 156 millions, il y a les primes de signature de Lacazette et de Tolisso, eh bien c'est ce qui explique cette augmentation absolument dingue. Parce que évidemment, il y a les charges sociales là-dedans, environ 40%. Ce qui fait que ça fait exploser, c'est-à-dire vous avez plus de la moitié de votre budget qui passe dans les salaires. C'est évidemment beaucoup trop. Les achats et charges externes augmentent également, 113 millions, ce qui est énorme aussi. Le club explique ça notamment par l'augmentation du coût de l'énergie et des matières premières, ce qui est sans doute possible. Mais enfin bon, vous voyez quand même que ce qui va pas, c'est vraiment les charges de personnel qui sont beaucoup trop élevées. Alors comme nous avons des infrastructures, il y a des amortissements, mais bon, ce sont des charges, mais on va dire c'est des bonnes charges si on peut dire, c'est-à-dire que ce sont des investissements. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez tout amorti, vous avez un bien physique au bout, donc essentiellement le stade et l'aréna. Les autres charges et produits, c'est variable d'une année sur l'autre. Au 36 2022, on était positif. Là, on est négatif. C'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment anticiper. Et le résultat financier, ce sont essentiellement les intérêts des emprunts que nous avons. Des emprunts, donc des dettes. Et vous allez voir que ça, c'est un poste très inquiétant puisque les dettes augmentent énormément. Donc, quand on met toutes ces recettes et qu'on enlève toutes ces charges, on arrive à moins 99 millions. Donc, en gros, à 100 millions de pertes pour l'exercice qui vient de s'achever. C'est énorme, c'est énorme. Ce qu'il faut savoir pour avoir une notion de ce qu'est le budget de l'Olympique Lyonnais, l'Olympique Lyonnais, c'est environ 150 millions de produits récurrents, c'est-à-dire des recettes qui vous arrivent chaque année, les recettes de stade, les droits télé, le sponsoring, etc. Ça, c'est environ 150 à 160 millions. Donc vous voyez bien que avec des charges de personnel de 156 millions, vos revenus récurrents sont bouffés par un seul poste qui est le poste de salaire. Donc ça ne peut pas tenir longtemps. 2024, ce sera un petit peu différent, on va voir pourquoi. Mais il faut impérativement baisser ce poste de salaire. Et on ne pourra le faire de manière significative qu'à partir de 2025, sauf, et on verra les salaires un petit peu plus tard, si on arrive à se débarrasser, entre guillemets, de gros salaires. Et vous allez voir que parmi ces gros salaires, il y a des joueurs qui sont quand même un petit peu indispensables. Donc c'est une équation difficile à résoudre. Alors,
bilan simplifié, hein, un bilan est beaucoup plus compliqué, mais là, bon, on va dire on a des grands agrégats pour comprendre un petit peu de quoi on parle. Vous voyez qu'actuellement, l'Olympique Lyonnais possède des immobilisations corporelles, donc il y a essentiellement le stade, le centre d'entraînement, le centre de formation et l'aréna pour environ 444 millions. Au niveau des dettes, alors parce que ça c'est quand même très important, au 30/6/2023, il reste 114 millions à donner pour donc rembourser le stade et l'aréna. Vous voyez que par rapport à l'année précédente, il y a déjà 50 millions qui ont été remboursés, ce qui veut dire qu'il reste à peu près 1 an et demi à 2 ans pour avoir remboursé intégralement les infrastructures. Donc ça c'est bien parce que les dettes vont énormément baisser. Par contre, et alors là c'est le gros point noir, on passe parmi les autres dettes, les autres emprunts et dettes financières, donc c'est bon, pour simplifier, hein, ce sont des emprunts réalisés auprès de banques, auprès de diverses compagnies. Ben là, ça augmente de 222 millions à 344 millions. C'est une augmentation de 50%, ce qui est absolument colossal. Et ça, par contre, c'est de la mauvaise dette. Autant ça, c'est de la bonne dette, parce que vous voyez qu'elle va baisser d'une année sur l'autre au fur et à mesure que vous allez rembourser vos emprunts pour les infrastructures. Par contre, ça, c'est de la très mauvaise dette, puisque c'est de la dette pour dépenser, pour payer les dépenses courantes. Ce qui veut bien dire que notre club vit clairement au-dessus de ses moyens et qu'il va falloir profondément réformer ce budget pour qu'il soit tenable. Alors, dans cette publication, on nous donne également les montants réels des transferts qui ont été réalisés, que ce soit les transferts arrivés et les départs, bien entendu. Et on se rend compte qu'au final, Castello Luqueba n'est parti que pour 30 millions, ce qui est quand même assez moyen. Alors, il y a peut-être des bonus qu'on percevra plus tard. Et Bradley Barcola pour 40,5 millions. Donc on nous fait souvent miroiter les 50 millions pour Barcola. Pour le moment, on n'est qu'à 40. Tous ceux qui me disent qu'on a bien vendu Barcola, je ne suis pas du tout d'accord. Puisque je le dis et je le répète, si le joueur était resté au club, on aurait pu le vendre autant, voire plus cher, la saison prochaine. Mais bon, on ne va pas revenir là-dessus. Il y a 2-3 petites choses qui sont un peu désagréables dans les opérations que l'on a fait, et donc je vais vous en parler. Voilà, ce qui ne m'a pas plu du tout, c'est le dossier Mama Baldé. Vous voyez, prêt payant de 2 millions avec une option d'achat de 6 millions. 6 millions, ce qui veut dire que Mama Baldé, potentiellement, il va nous coûter 8 millions. Alors, notre chance, c'est que les prêts obligatoires ne sont pas valables en France. Donc, si on ne veut pas garder Mama Baldé, finalement, il nous aura coûté que 2 millions. Mais si les clubs se sont verbalement engagés à ce que l'achat soit obligatoire, 8 millions pour Mama Baldé. Ça fait quand même assez mal. Alors, c'est un peu accessoire, mais quand même, vous voyez que Diego Moreira, c'est quand même 3 millions, 2 millions, 8, donc presque 3 millions pour un joueur qui ne joue pas. Et Nuama, c'est gratuit, en provenance de Molenbeek. J'ai déjà expliqué ce que je pensais de cette transaction. Mais bon, vous voyez, on n'a aucune précision. Nuama, en provenance de Molenbeek, point. Donc, ce qui veut bien dire aussi que le joueur est prêté par Molenbeek sans option d'achat. J'entends des fois des gens me dire « Ah, mais on a acquis Nuama ». Non, pas du tout. C'est Eagle, enfin Molenbeek via Eagle qui a acquis Nuama. Il ne nous appartient pas. Et en fait, on se rend compte que cet été, au final, notre club a perdu énormément d'actifs, notamment donc Luqueba et Barcola, et que finalement, dans nos actifs joueurs, il ne reste plus grand-chose. On le verra quand on parlera du bilan de la saison prochaine. Alors, on nous dit ici aussi quelque chose évidemment qui pourrait faire sourire, mais qui va peut-être nous faire pleurer. Sur le plan sportif, l'ambition du club demeure une participation récurrente en Coupe d'Europe. Je rappelle que c'est la
3e année consécutive qu'on ne se qualifie pas pour une Coupe d'Europe. Quand on me parle de participation récurrente, c'est un peu particulier. Après un début de saison 23-24 difficile, le club souhaite se donner tous les moyens pour améliorer à court terme sa performance et se rapprocher des meilleurs du classement en championnat de France de Ligue 1. Donc vous voyez, on s'illusionne au niveau de la direction, mais aussi dans les publications du club. Je rappelle que cette publication a moins d'une semaine. Alors on nous dit aussi quelque chose qui a été finalement peu relayé dans les médias lyonnais. En parallèle, OL Group envisage la possibilité de procéder à une cotation de ses titres aux États-Unis sur le New York Stock Exchange afin de bénéficier potentiellement d'une meilleure liquidité et valorisation à l'issue d'une réorganisation préalable au terme de laquelle les intérêts du groupe Eagle Football au sein de Palace, Botafogo, Molenbeek pourraient être transmis à l'OL Group qui deviendrait ainsi la société holding détenant les intérêts dans chacun des clubs de football. Donc en fait, la volonté, c'est que l'OL Group prenne la tête d'un groupe dans lequel on aurait Palace, Botafogo, Molenbeek. Pour le moment, l'OL Group fait partie du groupe Eagle, mais on veut que ses participations rentrent donc dans l'OL Group. Et on nous dit aussi que, alors si je retrouve, voilà, en lien avec ces stratégies globales, il est également envisagé d'élargir l'objet social de la société et de changer sa dénomination sociale, ce qui veut dire que l'OL Group pourrait tout simplement changer de nom. Donc on cède les actifs, mais visiblement on veut aussi céder ce qui est un actif, on va dire, immatériel, l'Olympique Lyonnais Group, qui deviendrait Eagle quelque chose. Bon. C'est quelque chose qui a été peu repris et qui, à mon avis, quand même, est pourtant très important. Alors, je vous l'ai dit, on a donc ici le bilan de cette année, donc avec nos 99 millions de pertes, et je vais vous parler un petit peu du bilan de la saison en cours, donc 2023-2024. Et là, bon, il faut bien le reconnaître, de nombreuses rentrées d'argent exceptionnelles, c'est-à-dire qui n'ont pas vocation à se répéter, qui vont permettre à l'Olympique Lyonnais de faire, au moins sur le plan financier, une saison 23-24 extrêmement intéressante. Donc, je repars sur mes 150 millions donc de revenus récurrents. On va avoir au minimum 97 millions de ventes. Donc ça, ce sont les joueurs qui ont déjà été vendus. Vous voyez ici. Donc Lukeba, Barcola, Fèvre, etc. Si on a des ventes en janvier, évidemment, elles viendront s'additionner. Alors, il y a les ventes et il y a les achats. Moi, je n'ai pris que les ventes vu que finalement, on a fait peu d'achats. Mais donc 97 millions. Recettes exceptionnelles, alors il y en a 3. Donc on a CVC, évidemment. La vente de l'OL féminin. La vente de l'OL féminin ne peut pas se faire tant que l'OL Reign n'a pas été vendu. Et donc ces 3 sources de revenus reviennent à 153 millions. Ce qui veut dire que le budget 2023-2024 va passer de 290 millions de produits à 400 millions de produits, ce qui évidemment est très très important. J'ai baissé un peu les achats consommés tout simplement parce que dès lors que vous n'avez plus l'OL féminin, vous allez avoir une baisse de vos charges. Donc j'ai baissé aussi, alors j'ai baissé d'environ 10%. Donc j'ai baissé les charges externes, j'ai baissé un peu les impôts et les salaires. Donc je suis parti sur une base de 100 millions qui, comme vous pouvez le constater, elle était le montant au 36-2022. Tout simplement parce que si on a des gros salaires qui sont partis comme Moussa Dembélé, comme Boateng, etc., par rapport à cette époque-là, eh bien, on a déjà recruté des joueurs, et certains, vous allez voir, avec des salaires qui me paraissent démesurés par rapport à la qualité du joueur. Ne serait-ce que Lovren est également à 4,6 millions. Ryan Cherki a vu également ses émoluments augmenter. Un gars comme Khaled Tachar est à plus de 2 millions. Un gars comme Maitland Niles est à plus de 2 millions. Donc, finalement,
par rapport à il y a 2 ans, il y a peu de changements par rapport au salaire. Donc, bon, je passe sur le reste et ça va nous faire un bénéfice de plus de 100 millions. Donc, évidemment, là, la DNCG, on va la passer tranquille, ça c'est sûr. Mais, si on se projette sur 2025, donc j'ai mis 2025, donc j'élargis un petit peu, 6 Ligue 1. Parce que si vous descendez en Ligue 2, évidemment, on n'est plus du tout sur les mêmes standards. Donc 2025, en fait, on va retrouver des niveaux d'endettement et de pertes conformes à 2022. Tout simplement parce que, comme je l'ai dit, votre effectif joueur a baissé en qualité, donc vous pourrez vendre au maximum pour 60 millions. Donc dans ces 60 millions, on a quoi ? On a Cherki, Cacré, Tagliafico, Diomandé, Le Penant, Akoku et Larouche. Donc soit des joueurs qui arrivent en fin de contrat comme Cherki et qui ne sont plus tellement dans le projet. D'ailleurs, je pense que l'OL va attendre l'été 2024 pour vendre Cherki pour pouvoir mettre ces 61 millions dans le budget de l'année suivante et pas le mettre dans le budget 2023-2024. On peut très bien imaginer que Cherki soit prêté au mois de janvier avec une option d'achat. Donc Cacré, et puis ceux qui n'ont pas convaincu, par exemple, comme Akoku ou peut-être d'autres. Mais bon, un actif joueur qui a très nettement baissé. Deuxième chose qui change évidemment, c'est que comme vous avez vendu déjà pas mal de bijoux de famille, il ne vous reste plus rien à vendre. Alors on va me dire, oui mais il y a l'Arena. L'Arena, je le rappelle, si elle est vendue, c'est tout simplement pour substituer aux 300 millions de dettes auprès de 12 banques, 300 millions de dettes auprès d'une seule banque, une ou deux. Donc en fait, si l'Arena elle est vendue, c'est tout simplement pour avoir des liquidités et obtenir un nouvel emprunt. Donc moi, je ne la compte pas dans les produits exceptionnels, tout simplement parce que cette somme va venir pour faire baisser l'endettement. Ce ne sera pas considéré comme des produits. Alors comptablement, ce sera considéré comme des produits, mais je veux dire que ce ne serait pas d'argent qu'on va pouvoir dépenser, puisqu'en fait, il va venir baisser la dette. Je ne sais pas si je suis clair, mais en tout cas, bon, moi, je me comprends. C'est l'essentiel. Donc, ça va faire à peu près 211 millions de revenus. Les achats, eux, ils ne vont pas vraiment changer. Et donc, on va arriver à un déficit que j'évalue à peu près à 80 millions. Donc vous voyez, après une année prolifique, on retombera dans le négatif. Et c'est seulement l'année suivante, alors toujours pareil, si on reste en Ligue 1, et si par miracle, on se requalifie pour la Coupe d'Europe, alors si vous qualifiez pour la Coupe d'Europe, ça dépend de la Coupe d'Europe, j'en parlerai tout à l'heure dans la FAQ, et bien évidemment, les recettes exceptionnelles, elles vont augmenter, puisque vous allez bénéficier des dotations de la FIFA, de l'UEFA, pardon, de plus de droits télé, de plus de recettes stade, etc., etc. Donc, évidemment, c'est très vertueux pour les recettes. Mais quoi qu'il en soit, il va falloir continuer à travailler énormément sur la structure salariale qui, pour le moment, est extrêmement mauvaise et aussi baisser l'endettement qui nous coûte quand même 25 millions annuels en intérêts. Donc ça, c'est évidemment beaucoup, beaucoup trop. Alors donc, il y a quelques jours, je vous ai proposé de me poser vos questions sur ce budget. Et donc, je vais essayer, dans la limite de mes capacités, de répondre à vos questions. Alors, des questions un peu hors sujet, donc je ne vais pas y répondre. Et Medax qui me dit, je n'ai aucune question de mon côté. Bon, bref. Alors, Koba, lui, me demande, ne penses-tu pas que le stade est un échec commercial? Alors, non, pas du tout. Pas du tout, au contraire, je dirais même que, en fait, il aurait fallu, dans les infrastructures, se limiter au stade, parce que le stade, il rapporte de l'argent. Pour le moment, on n'a pas tout à fait fini de le payer, mais on arrive au bout. Et c'est un peu comme quand vous achetez votre maison. C'est toujours un bon investissement d'emprunter pour payer sa maison, puisque une fois que vous avez fini de la payer, vous ne payez pas de loyer et vous ne payez plus votre emprunt. Donc, c'est pas du tout un échec commercial, c'est un très bon investissement. J'espère qu'on va garder le grand stade.
qui, au-delà parce que votre maison, elle vous rapporte pas d'argent, alors que le grand stade, vous le louez pour des events, et donc ça vous rapporte de l'argent, donc c'est un très très bon investissement. Mais je pense qu'effectivement, on aurait dû s'arrêter au grand stade et on va dire au centre de formation et aux installations d'entraînement, mais ne pas aller plus loin, parce que là, effectivement, je pense que Jean-Michel Aulas, il a vu un peu trop grand, et que malgré tout, ça nous plombe un peu, d'où la volonté de John Textor de revendre la salle, qui pour le coup, enfin l'Arena, donc qui pour le coup n'est pas directement liée au football. Alors encore merci à tous ceux qui ont posé des questions, très très intéressantes, et qui me permettent aussi peut-être de répondre à des choses auxquelles moi je n'avais pas pensé, mais qui peuvent vous intéresser. Donc Eukina me demande: salut Teddy, que nous coûte réellement une non-qualification en Coupe d'Europe? Alors il faut savoir que donc il y a désormais 3 Coupes d'Europe et que chaque Coupe d'Europe ne rapporte pas du tout, mais alors pas du tout les mêmes choses. Il faut savoir que la Ligue des Champions nous rapporte entre 60 et 80 millions. Ça dépend en fait combien de matchs vous gagnez et jusqu'à quel niveau vous allez. L'année où on va jusqu'en demi-finale de Ligue des Champions, donc lors du fameux Final 8, on touche 90 millions. 90 millions de la part de l'UEFA. La Ligue Europa, ça rapporte beaucoup moins. Par exemple, si vous gagnez la Ligue Europa, donc il faut aller au bout. Si vous gagnez la Ligue Europa, donc en ayant fait un parcours où vous avez eu pas mal de victoires, etc., vous allez toucher entre 30 et 40 millions. Donc vous voyez, on est 2 à 3 fois moins. Et la troisième, enfin la C4, si on peut dire, la Conference League, si vous la gagnez, donc il faut aller au bout, vous remportez seulement 20 millions. C'est toujours ça de prix, mais effectivement, une simple qualification pour la Ligue des Champions, c'est entre 50 et 60 millions. Donc vous voyez que, comme je le disais un petit peu plus tôt, les revenus récurrents de l'Olympique Lyonnais, c'est environ 150 millions, et on a un budget de plus de 250 millions. Donc pour faire la différence entre les 150 et les 250, soit vous qualifiez pour la Coupe d'Europe et vous vendez un joueur, soit il vous reste plus qu'une chose, c'est de vendre plusieurs joueurs, et c'est ce que fait l'Olympique Lyonnais depuis quelques années, depuis qu'il ne se qualifie plus pour la Coupe d'Europe. Alors, Cerber me demande: salut Teddy, merci pour cette FAQ, sujet intéressant. Sais-tu ou penses-tu que des fonds soient transférés depuis l'OL sur d'autres clubs de la Galaxy Textor ou vice-versa? Ces transactions pourraient-elles poser un problème pour le passage devant la DNCG? Alors, il faut savoir que même si John Textor, via Eagle, possède plusieurs clubs, les mouvements financiers entre ces clubs sont extrêmement encadrés, comme avec toute entreprise d'ailleurs, et surtout sur des mouvements internationaux. En fait, la DNCG, elle va pas chercher bien loin, elle regarde ce qui rentre, ce qui sort, elle ne va pas chercher plus loin. Par contre, les autres associés, puisque John Textor ne possède aucune de ces structures à 100%, les autres associés peuvent ne pas accepter que des sommes sortent par exemple de l'Olympique Lyonnais pour aller à Botafogo. Donc il faut qu'il y ait une contrepartie. Vous savez, Textor voulait, et c'est, j'en pense, un sujet qui n'est pas abandonné, faire financer le centre d'entraînement de Botafogo avec de l'argent de l'Olympique Lyonnais. Et la contrepartie, c'était que Botafogo mettrait à disposition des terrains pour que les joueurs de l'Olympique Lyonnais blessés puissent aller s'entraîner sur ces terrains-là. Vous voyez un peu le ridicule de la situation. Vous avez un mec qui est blessé, il doit aller au Brésil, à Rio, pour faire des tours de terrain à Botafogo. Et ça, c'est la contrepartie qui était proposée. Évidemment, elle est ridicule. Donc les autres associés peuvent ne pas apprécier et ne pas être d'accord pour que des sommes partent. Donc si des sommes transitent, elles doivent être faites sous forme de prêt avec des intérêts. Le deuxième organisme qui peut ne pas apprécier ce type d'échange, c'est le fisc, évidemment. Parce que si vous avez, par exemple, je prends l'exemple du transfert de Jeffinho. Jeffinho qui est acheté 10 millions alors qu'il vaut 2 millions. Ça veut dire que l'Olympique Lyonnais va déduire de ses résultats 10 millions. Or, le joueur vaut 2 millions. Donc le fisc français
recevra moins d'impôts puisque le bénéfice de la société française va baisser. Et donc, on pourrait dire, il n'est pas normal que vous achetiez quelque chose qui vaut 2 millions, 10 millions. Ça fait 8 millions de différence et 8 millions qui ne sont pas taxés en France. C'est ce qu'on appelle du transfert de bénéfices. Donc, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Certains pensent que John Textor peut faire ce qu'il veut entre toutes ces structures. Non, il ne peut pas faire ce qu'il veut. Il y a des lois. Et en plus, on est sur des structures qui sont dans des pays différents, donc avec des législations différentes, des taux d'imposition différents. Donc, la DNCG, non, ne va pas vraiment s'intéresser à ces sujets-là. Mais les associés et le fisc, évidemment, auront un œil, je pense, sur ce qui se passe. Alors, Danidan69 me demande, salut Teddy, que pourrait nous rapporter l'Arena si nous essayons de la garder sur le long terme? Alors, honnêtement, je n'en ai aucune idée. Ce que je sais, c'est qu'elle marche du feu de Dieu, c'est-à-dire que j'ai lu que sur la saison 2023-2024, elle était réservée quasiment à 100% sur l'ensemble de l'année, entre les événements sportifs, évidemment, de l'ASVEL, des concerts, etc., etc. Donc évidemment, une partie de la recette va à l'organisateur du spectacle, mais nous louons l'Arena, donc ça rapporte, mais très sincèrement, je ne sais pas, tout simplement parce qu'elle n'est pas encore en fonction, donc on ne connaît pas encore le montant du loyer qui sera pratiqué, et franchement, je n'en ai aucune idée. Après, je trouve pas fou, je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, qu'on vende l'Arena tout simplement pour récupérer les liquidités tout de suite, parce que en général, alors bon, ça c'est une interprétation de ma part, mais en général, on va dire que de l'immobilier, ça va vous rapporter 5% annuel. Donc si l'Arena vaut environ 140 millions, ça veut dire que annuellement, elle va vous rapporter 7 millions, ce qui n'est pas exceptionnel, ce qui n'est pas rien, mais vous voyez que si vous avez un projet de moyen terme avec l'Olympique Lyonnais, il vaut mieux vendre l'Arena, récupérer les 140 millions tout de suite, plutôt que d'avoir 7 millions, puisque 140 millions, vous l'atteindrez dans 20 ans. Donc, moi, ce n'est pas le truc qui me choque le plus avec John Textor que de vouloir vendre l'Arena. Alors, Roland me demande, peux-tu nous donner des précisions sur les durées de remboursement des emprunts, infrastructure, stade Arena et pré-Covid dépenses courantes? Alors, pour l'Arena, comme je l'ai dit, Arena et le stade, on est à moins de 2 ans. Par contre, pour les prêts Covid et les dépenses courantes, eh bien, ces emprunts-là sont renégociés régulièrement et on allonge les durées de remboursement et donc on paye des intérêts évidemment plus importants. Donc la durée est variable, mais 400 millions, on peut penser que c'est sur une durée de 6, 8, 10 ans, hein, je pense. Je n'ai pas la certitude, je n'ai pas lu ça, bon, je n'ai pas lu tout le rapport, tout le rapport hein, qui doit faire 150 pages, mais on est sur ces ordres de grandeur, je dirais entre 6 et 10 ans. Alors, G. Ovoren me demande, malgré l'annonce nous disant que le club va se recentrer sur l'équipe masculine, n'assistons-nous pas actuellement aux prémices d'une vente à la découpe des diverses composantes du club, comme certains le craignaient? Alors, sur ce point-là, ça y ressemble, puisque OL féminin vendu, OL Reign vendu, l'Arena vendu, donc on se dit la prochaine étape, c'est le centre de formation, c'est le centre d'entraînement, c'est le stade, enfin on peut tout imaginer. Je ne peux pas le garantir, je n'ai pas de certitude, mais je dirais que jusqu'à présent, je ne trouve pas fou que John Textor dise « je ne veux garder que le stade, le centre d'entraînement, l'académie et l'équipe masculine ». Ça ne me paraît pas fou. Alors, est-ce qu'il va le faire? Est-ce qu'il va s'arrêter là? Je le souhaite, mais ça, je ne peux pas le garantir. Je ne sais pas ce qu'il y a dans son esprit. Deuxième partie de la question, sinon, si tu en sais plus, je ne sais pas si je dis une saucisse, si c'est une info ou une rumeur, mais les indemnités dues à Aulas après son licenciement auraient été payées par l'OL Group et non Eagle, ce qui avait été annoncé dans un premier temps.
Elle serait donc prise en compte dans le prochain budget. Alors oui, c'est l'OL Group qui devait payer Jean-Michel Aulas, puisque l'OL Group ne lui appartient plus, même s'il détient encore des actions. Donc oui, les dépenses seront prises en compte dans le prochain budget. Hein. Donc il y a à peu près un peu plus de 10 millions, plus des OSRAN, des actions. Enfin bon, il y a tout un package qui seront pris effectivement dans le prochain budget, mais comme je l'ai expliqué, le budget 2023-2024 permet nettement de faire face à ces demandes. Alors, Alain Desprats me dit « Salut Teddy, dans ce qu'il s'est passé contre le coach ce week-end, est-ce qu'un club peut sanctionner financièrement sur le salaire un ou des joueurs et dans quelle proportion du pourcentage ou alors les licenciés sans indemnité? Merci beaucoup. » Donc là, il ne fait pas, Alain, référence à Fabio Grosso, donc blessé à Marseille, mais à la fameuse taupe. Alors, le problème dans tout ça, c'est que il faut être capable de démontrer qu'une personne a agi contre son entreprise, encore que ce n'est pas vraiment une attaque contre l'Olympique Lyonnais, mais plutôt contre une personne. Démontrer cela, c'est faire une enquête policière, puisqu'on n'a pas le droit, évidemment, d'aller fouiller dans les téléphones des uns et des autres. Donc Fabio Grosso n'a pas porté plainte pour diffamation, donc il n'y aura pas d'enquête. Puisque personne ne s'est dénoncé, on ne sait rien. Est-ce que c'est suffisant pour sanctionner ou licencier un joueur sans indemnité? Je ne pense pas. Je ne connais pas la jurisprudence sur le sujet, mais on ne peut pas faire cela dès lors qu'on n'a pas de preuves. Alors beaucoup pensent que Ryan Cherki est la taupe parce qu'il n'était pas pris dans le groupe de Marseille. Moi, je n'en suis pas sûr. C'est peut-être lui, peut-être qu'il y a plusieurs taupes. Donc tout ça, c'est très difficile. D'ailleurs, Fabio Grosso a lui-même dit qu'il était passé à autre chose. Donc je pense qu'il ne se passera rien sur ce sujet-là. Alors, Pablo me demande, pourra-t-on survivre financièrement en Ligue 2 ? Bonne chance à tous les supporters lyonnais. C'est sûr qu'on en a besoin, puisque quand on pense à avoir touché le fond, on voit qu'on peut encore creuser. Alors, peut-on survivre financièrement à la Ligue 2 ? Je dirais, ça dépend. Ça dépend de la volonté de l'actionnaire de combler les trous. Parce qu'évidemment, si vous descendez en Ligue 2, vos recettes baissent énormément, mais vos charges aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est que... Alors, je ferai une vidéo spéciale cet hiver, pendant les trêves, soit internationales, soit la trêve hivernale, sur les conséquences d'une descente en Ligue 2. Il faut savoir qu'il y a des accords qui existent entre les organisations des joueurs et les clubs et la Ligue, qui prévoient des baisses de salaire automatiques en cas de descente en Ligue 2. Alors parfois, elles ont été négociées dans des contrats, mais je pense qu'aucun joueur ayant signé à l'Olympique Lyonnais n'a prévu que le club descendrait en Ligue 2. Donc il y a des baisses automatiques et si les joueurs refusent ces baisses automatiques, ils sont libérés de leur contrat, sauf s'il y a un transfert. C'est un peu ce qui s'est passé avec Shkelly Elvero et d'autres joueurs de Sochaux qui, comme le club avait été descendu en national, la baisse des salaires faisait que ces joueurs-là se retrouvaient sur le marché. Mais je reviendrai de manière plus précise dans une vidéo sur ce sujet, mais très bonne question de la part de Pablo. Alors, Jules Marlet, lui, me parle des salaires. Ça tombe bien, puisqu'on va regarder, suite à sa question, les salaires de la saison passée, de cette saison, pour vous montrer qu'au final, malgré les départs de Boateng, de Dembélé, d'Aouar, etc., la masse salariale n'a pas tellement baissé. Donc, est-ce qu'on a accès à un détail de la masse salariale ? Alors, on va dire, il y a certains sites qui publient des estimations, alors qui sont plus ou moins fondées. L'équipe, chaque année, publie les salaires de Ligue 1, d'ailleurs, qui sont souvent voisins des estimations qu'on trouve sur Internet, mais ce n'est pas publié, notamment dans les publications du club. On a le montant des transferts, mais on n'a pas les salaires. Après, on peut un peu les deviner. Équipe pro, encadrement technique, top management et autres. Et quelle est l'évolution de ces chiffres ? On va regarder ça sur les 2-3 dernières années. Les licenciements de Peter Bosz et Laurent Blanc
n'ont pas dû être cheap. Alors sur l'ensemble d'un budget, ça ne représente pas des sommes folles non plus. De plus, on parle des arrivées en hiver, mais quid des départs? Alors oui, comme je l'ai dit, il y a eu des départs même au mois de juin, mais il y a eu des arrivées, et des arrivées l'hiver dernier qui coûtent quand même assez cher, puisque vous allez voir, Lovren est très très bien payé, Jeffinho aussi, Amin Sarr également, mais lui il est prêté, donc son salaire sort de la masse salariale. On a déjà une rotation de 24-25 joueurs, alors qu'on ne joue pas l'Europe. De grandes équipes comme City, Arsenal, Madrid tournent sur une vingtaine de joueurs alors qu'ils jouent sur tous les tableaux. Non mais c'est clair, la masse salariale, c'est l'énorme point noir de notre budget. Et ça, malheureusement, il va nous falloir encore au moins 2 ans pour réformer ça. Alors le point positif, c'est qu'effectivement, donc on a Boateng, Aouar, Dembélé, tout ça qui sont partis, plus Thiago Mendes qui était un gros salaire aussi, mais il nous reste encore énormément de gros salaires jusqu'en 2025, c'est-à-dire encore 2 ans. Donc il va falloir que la cellule de recrutement, qui pourtant a été affaiblie puisque 3 personnes sont parties, réussisse à faire partir des joueurs et fasse venir des joueurs qui ne soient pas trop chers. Vous allez voir que c'est une ambition énorme. Alors, puisqu'on parle des salaires, justement, on va regarder notre masse salariale. Donc, vous le voyez, beaucoup de joueurs au-dessus de 3 millions. Donc, Lacazette, Lopez, Tolisso, Lovren, Tagliafico, Cherki, Cacré, Caleta-Char et Maitland-Niles à plus de 2 millions. Donc, quand on fait le total de tout ça, on arrive à 66 millions d'euros de charges. C'est-à-dire que vous avez le salaire plus les charges sociales. Donc vous voyez, on est à peu près donc à 65-70 millions. Si vous rajoutez les autres salariés, plus les éventuelles arrivées cet hiver, on arrivera sur l'exercice 2023-2024 à encore à peu près 100 millions, ce qui est beaucoup trop pour un club qui a des revenus récurrents à hauteur de 150 millions. En 2025, il faut compter bis repetita. Vous voyez, on va baisser un petit peu parce que Kadewere sera en fin de contrat, Enrique sera en fin de contrat, Mama Baldé ne sera pas conservé, Morera non plus, et Jeffrey Nedalid était lui aussi en fin de contrat. De toute façon, lui, il a été transféré, il ne compte plus chez nous. Donc on sera quand même encore à 61 millions, ce qui est beaucoup trop. Et c'est seulement en 2026 qu'on va pouvoir commencer à souffler. Donc en 2026, parmi les gros contrats, sauf s'ils sont transférés avant, il nous restera Tolisso et Cacré. Maitland-Niles, qui est délirant, 2 millions pour Maitland-Niles, donc merci John Textor. Les autres joueurs qu'il a amenés, vous voyez, O'Brien, c'est pas cher, mais Maitland-Niles a plus de 2 millions, c'est quand même n'importe quoi. Lui, il a vraiment gagné au loto, puisqu'il il a signé pour 4 ans, et en 4 ans, il va prendre tout simplement 10 patates pour faire la statue sur le terrain. C'est bien payé, je trouve. Alors, si on regarde les années précédentes, donc cette année, évidemment, on culmine à 156 millions, ce qui est totalement fou. Au 30 juin 2022, on était encore à 100 millions. Et en décembre 2021, donc vous voyez, j'ai pas juin 2021, mais donc à la moitié de l'année 2021, on était à 35 millions, ce qui veut dire qu'à la fin de l'année, on était à peu près à 70 millions. J'estime que 70 millions, c'est raisonnable. Donc là, je trouve qu'en 2021, on était raisonnable, puisque même des mecs comme Paqueta et Guimarães n'avaient pas des salaires délirants. Et là, vous voyez que donc à peu près 70 millions en 2021, là, on a plus du double. C'est pas possible. C'est pas possible. Il faut absolument baisser ce chiffre parce que l'OL ne peut pas faire avec 150 millions, mais même 100 millions. Je pense que l'OL doit être entre 60 et 70 millions de masse salariale, mais surtout, enfin de masse salariale plus charge sociale, donc de charge salariale globale. Sinon, c'est pas tenable, sauf si, effectivement, chaque année, vous qualifiez pour la Ligue des Champions. Mais on a bien vu que ça devenait de plus en plus difficile, d'autant que je trouve que la Ligue 1 est de plus en plus compétitive. Même une équipe comme Lens, qui n'était pas du tout attendue, cette année aura les revenus de la Ligue des Champions. Alors, ils auront beaucoup moins que nous parce qu'il y a
des versements en Ligue des Champions qui tiennent compte de votre antériorité en Ligue des Champions. Donc Lyon, allant en Ligue des Champions, va gagner plus que Rennes, que Lens ou des équipes comme ça. Mais vous voyez que Nice est en train de monter, Lille est en train de monter, et nous, évidemment, on est au fond du seau. Mais la bonne nouvelle financière, c'est qu'en 2024, on va crouler sous le pognon, ça c'est vrai. Mais ça ne durera pas longtemps, donc il ne faudra pas le dépenser de manière aveugle. Donc dernière question de Guy Lyon, donc, qui me dit « Et alors, la DNCG en novembre, c'est Finger in the Nose, comment cela a été traduit déjà? Ils vont être impressionnés ?» Alors, je ne sais pas ce qui va se passer avec la DNCG, parce que si moi, avec mon fichier Excel et les données du club, j'arrive à vous dire que effectivement, on va avoir une belle année 2023-2024, mais que 2025, à nouveau, on retombe dans le rouge. Notamment si on ne se qualifie pas pour la Ligue des Champions. Vous voyez que si on se qualifie pour la Ligue des Champions, les moins 78 000, ils sont quasiment absorbés immédiatement, puisque vous gagnez au moins 60 millions quand vous êtes l'OL et que vous allez en Ligue des Champions. Donc, évidemment, on n'y arrivera pas. Et la menace de la Ligue 2, alors là, nous fait encore plus plonger, puisque on aura des revenus Ligue 2 avec des dépenses pour le moment Ligue 1, mais comme je vous l'ai dit, si on descendait en Ligue 2, on pourrait revoir très nettement la grille salariale. Voilà, alors si vous avez encore des questions après cette présentation, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. J'espère que cette vidéo, qui évidemment n'est pas facile, qui n'est pas très marrante, mais qui je pense est nécessaire pour bien comprendre la situation financière du club. La situation financière du club entraîne le mercato du club. Vous voyez qu'elle n'est pas facile. Elle va être très bonne en 23-24, mais après, ça va être encore difficile en 25. Et normalement, on devrait retrouver un peu de sérénité en 26, surtout si d'ici là, on ne descend pas en Ligue 2 et on arrive à se qualifier à nouveau pour des Coupes d'Europe. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié l'exercice. Si vous êtes encore là, chapeau. C'est vraiment que vous appréciez le contenu. Donc, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.